Le dossier 3, un dossier cette fois-ci de cancer du testicule. Donc cette fois-ci, on change de terrain. C'est un homme jeune qui vient vous voir, 25 ans, pour une augmentation de volume du testicule gauche depuis plusieurs semaines. Question 1. Quel diagnostic devez-vous évoquer devant ce tableau? Pas d'hésitation. Premier diagnostic à évoquer systématiquement devant un syndrome de masse testiculaire, en particulier chez un adulte jeune et un syndrome qui a l'air d'évolution plutôt chronique depuis plusieurs semaines, c'est le cancer du testicule. Et là, vous n'oubliez pas bien sûr de préciser le côté. On pense à un cancer du testicule gauche. Sur le tableau qui vous est présenté, c'est immédiatement ce qui doit vous venir en tête, c'est le diagnostic le plus important finalement à envisager, donc c'est celui-ci qu'on cite en premier. Puis là, il n'y a pas du tout d'argument pour un diagnostic différentiel, a priori ça n'a pas l'air d'être ni traumatique ni inflammatoire. La question 2, ensuite, on vous demande de décrire votre examen physique. Donc attention, là encore, question précise, si on vous demande l'examen physique, ce n'est pas l'examen clinique. Donc, pas besoin de reciter l'interrogatoire. Deuxième petit élément de méthodologie, on va reprendre le plan classique, le plan TNM, avec les signes liés à la tumeur, les signes liés au ganglion et la recherche de métastases. Premier point, les signes liés à la tumeur. Ici, on examine bien sûr les testicules, organes bilatéral, donc examen bilatéral comparatif. Le plan de l'examen va toujours le même. D'abord, inspection. Ce qu'on recherche, c'est une augmentation de volume du testicule, donc on va a priori retrouver puisque c'est pour ça qu'il consulte. Pas tellement d'autres signes d'inspection en faveur de la tumeur. Par contre, on recherche les signes qui peuvent, les signes pour les diagnostics différentiels. En particulier, on cherche les signes inflammatoires. Deuxième temps, la palpation. Donc, on recherche une anomalie sous forme d'une masse ou sous forme d'un nodule au niveau du testicule gauche. Et comme on l'a déjà souligné précédemment, on va préciser les caractéristiques de cette tumeur, en particulier en termes de consistance. Comme toujours dans les cancers, ça va plutôt être une consistance dure. En termes de sensibilité, la tumeur sera indolore. Et puis on essaye de préciser la localisation. Ce qui nous intéresse là, ce qui est un argument en faveur du cancer, c'est que la masse elle soit bien développée aux dépens du testicule et pas par exemple au niveau du cordon. Ça, on va le préciser en fait en essayant de rechercher la position de la tumeur par rapport au sillon épididymotesticulaire. Ce qu'on recherche, c'est un nom qu'il faut être capable de citer, je pense, c'est le signe de Chevassus. Donc c'est ce qui permet de dire que le nodule est bien intratesticulaire et qu'il est séparé de l'épididyme. Enfin, le troisième temps de l'examen du testicule, c'est la transillumination. Et ça, en fait, ça permet de préciser les caractéristiques aussi de la masse en termes d'opacité. La tumeur, c'est une masse qui est opaque, donc c'est non transilluminable. Là, ça élimine un autre diagnostic différentiel qui est cette fois-ci l'hydrocèle, qui, elle, est transilluminable. Deuxième temps de l'examen, on a dit, toujours classique, rechercher une atteinte ganglionnaire. Où est-ce qu'on cherche des adénopathies dans un cancer du testicule? En particulier, vous allez palper les adénopathies susclaviculaires. Enfin, troisième temps, la recherche préciser l'extension à distance, rechercher des localisations métastatiques et bien sûr rechercher les signes généraux. Ce qu'on peut avoir à l'examen, c'est une altération de l'état général, en particulier donc amaigrissement, mais également spécifique du cancer du testicule, une gynécomastie qui est liée en fait aux hormones. Enfin, la recherche des localisations métastatiques, c'est-à-dire examen pulmonaire, examen abdominal, examen cérébral et puis recherche de douleurs osseuses. Et les aires linguinales? Alors, au niveau ganglionnaire, pourquoi est-ce qu'on recherche surtout des adénopathies au niveau susclaviculaire gauche? En fait, les aires inguinales, ce n'est pas l'aire de drainage du testicule. Le drainage lymphatique du testicule, il se fait au niveau abdominal, vers les ganglions lombo-aortiques, dans un premier temps, mais c'est des ganglions qui ne sont pas palpables, donc vous n'allez pas pouvoir rechercher cette atteinte-là lors de l'examen clinique. C'est quelque chose qu'on pourra retrouver uniquement sur l'imagerie.
Et puis, après les ganglions lombo-aortiques, finalement, du fait de la circulation lymphatique, on peut avoir une atteinte sus-diaphragmatique, puis sus-clave gauche. Les aires inguinales et les adénopathies inguinales, c'est plutôt l'aire de drainage du scrotum, mais donc juste de la partie extérieure de la peau et pas du testicule qui, lui, se draine en lombo-aortique. La question 3, ensuite. Donc justement, à l'examen, vous avez retrouvé une masse testiculaire. Comme prévu, elle est dure, indolore. Le patient a perdu du poids, il est également dyspnéique. À ce stade-là, quels examens complémentaires voulez-vous réaliser et pourquoi? 3 examens complémentaires à citer. Premièrement, vraiment examen local, l'échographie scrotale bilatérale. Ça permet, si on n'était pas sûr, de préciser le siège de la masse tumorale et d'être sûr que ce soit développé aux dépens du testicule. Et ça permet également de contrôler le testicule contralatéral pour être sûr. Deuxième examen classique dans les cancers et qui permet de faire le bilan d'extension pour rechercher en particulier les adénopathies et les localisations métastatiques. Le scanner thoraco-abdominopelvien. On précise localement les limites de la tumeur, on recherche les adénopathies donc, et les métastases. Troisième élément, cette fois-ci on y revient, c'est les marqueurs. Les marqueurs dans le cancer du testicule, c'est particulièrement important. Il y en a 3 qu'il faut savoir citer. C'est l'alpha-protéine, les bêta-HCG et les LDH. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement important? Parce que d'abord, ça donne une première orientation en faveur d'un type histologique ou d'un autre. Deuxièmement, parce que c'est un élément pronostique. Petite spécificité là encore, c'est un élément qui va entrer en compte dans la classification TNM. Enfin, parce que c'est un élément qui va nous servir ensuite pour le suivi et pour prendre les décisions thérapeutiques. Donc, vraiment, c'est important d'un bout à l'autre de la prise en charge, du diagnostic, jusqu'à la surveillance. Question 4. Comment confirmez-vous le diagnostic? Réalisez-vous des biopsies? On demande de détailler la réponse. Donc là, non. Réflexe, on ne réalise jamais de biopsie devant une masse testiculaire qui est suspecte d'être un cancer du testicule. L'examen qui va permettre de confirmer le diagnostic et qui est à la fois le premier temps de la prise en charge thérapeutique, c'est de réaliser une orchidectomie, donc l'exérèse du testicule. Et il faut préciser absolument qu'elle se fera dans ce cas-là par voie inguinale. Différence avec la torsion du cordon, où on peut faire une orchidectomie par voie scrotale. Cancer du testicule, interdit. Le seul élément qui permet à la fois de poser le diagnostic et qui constitue la prise en charge, c'est l'orchidectomie par voie inguinale. Au cours de l'orchidectomie par voie inguinale, un élément que vous pouvez préciser qui va être réalisé, c'est qu'on va faire un dosage des marqueurs, je vous ai dit que c'était important, au niveau du sang du cordon. Et ce dosage, il va nous orienter pour la suite de la prise en charge. Bien sûr, la pièce d'exérèse est envoyée en anapathe, c'est ça qui va poser le diagnostic. Quel est le risque d'une biopsie? Le risque de la biopsie, finalement, ça rejoint le risque de l'abord chirurgical par voie scrotale. C'est parce que ça expose à un risque de récidive locale. C'est pour ça que l'exérèse, elle doit vraiment se faire par voie inguinale. On ne fait ni biopsie, ni abord scrotal. En faisant l'exérèse par voie inguinale, en fait, on va retirer le testicule avec son enveloppe, la vaginale. Ça permet, en quelque sorte, de garder la maladie bien circonscrite et de limiter le risque de récidive locale. Ce qui est d'autant plus important qu'on est dans une pathologie de bon pronostic et que les localisations, même s'il y en a à distance, sont volontiers chimiosensibles. Donc, c'est important de ne pas prendre le risque d'avoir une récidive locale. Juste pour revenir sur l'orchidectomie, ce sera bien de préciser que c'est, comme d'habitude dans la prise en charge chirurgicale, une exérèse carcinologique après clampage premier du cordon et donc d'insister sur le dosage des marqueurs. La question suivante, donc toujours en lien avec cette prise en charge chirurgicale, c'est la précaution médico-légale qu'il faut prendre avant. Donc là, réflexe, adulte jeune, avant de l'opérer et de réaliser l'orchidectomie, il faut absolument qu'il y ait eu une consultation au sécos pour permettre une conservation de sperme. Le but étant de réaliser 2 ou 3 prélèvements, dont au moins un avant la chirurgie. Parce que bien sûr, les complications qui vont être liées à la fois
à la chirurgie et puis ensuite à la chimiothérapie, c'est le risque de stérilité. La question 6, ensuite. Donc, dans le cadre du bilan, il y a une radio de thorax de réaliser, on vous demande de l'interpréter. Question typique, interprétation d'un examen complémentaire. Comme d'habitude, vous donnez d'abord le type d'examen complémentaire. Il s'agit d'une radio de thorax de face. Ensuite, vous décrivez les anomalies que vous observez sur cette radio. Donc ici, on voit des opacités qui sont multiples, de forme arrondie, qui sont de localisation bilatérale répartie sur les deux champs pulmonaires et qui réalisent une image en lâcher de ballon. Description des anomalies, ça veut dire quel type d'anomalie. Ici, on peut parler d'opacité, vous précisez la tonalité, plutôt si c'est une opacité ou une hyperclarté. Vous n'oubliez pas de préciser, pour être assez systématique, en gros, c'est le nombre, la forme de l'anomalie et puis la localisation, ça c'est important. Et toujours, quatrième item, est-ce qu'il y a un retentissement, une complication qui pourrait être, par exemple, ici, de rechercher s'il y a une petite lame d'épanchement associée, par exemple. Le dernier temps de la question, c'est toujours de conclure sur l'examen complémentaire. Donc ici, la radio, elle est en faveur de métastases pulmonaires qui sont multiples. Dès qu'on parle de métastases, c'est important de préciser la chronologie. Ici, elles sont synchrones d'un cancer du testicule gauche. Une fois de plus, on n'oublie pas de préciser le côté. Ça ne peut pas être des abcès? Alors non, là, ça ne peut pas être des abcès. D'abord, si c'était un abcès pulmonaire, ce serait plutôt une localisation unique. On aurait plutôt quelque chose d'excavé avec une clarté et un niveau. Et puis en plus, là, vraiment, c'est pas du tout le tableau, pas du tout le terrain. Il n'y a pas de diagnostic différentiel à envisager à part le diagnostic de métastase pulmonaire. La question 7 ensuite. On vous donne le diagnostic, c'est une tumeur non séminomateuse qui est de stade M+, ça veut dire qu'il y a une indication à une chimiothérapie. Et on débute 3 cures de BEP. De quels effets indésirables devez-vous informer votre patient? Une question, donc effet indésirable de la chimiothérapie, ça peut se retrouver quel que soit le cancer traité. Méthodologie, vous procédez toujours en 2 étapes. D'abord, vous donnez les effets indésirables généraux, c'est-à-dire qui pourront être retrouvés quelle que soit la chimiothérapie. Dans un deuxième temps, vous allez donner les toxicités spécifiques des produits qu'on vous a cités ici. Les effets indésirables de la chimiothérapie, valables quelle que soit la chimiothérapie traitée, donc finalement, quel que soit le cancer que vous ayez en dossier. C'est, premièrement, la toxicité hématologique. Elle existe toujours. Il faut, je pense, pour être systématique, on la cite sur les 3 lignées. Sur les globules rouges, ça provoque de l'anémie. Sur les plaquettes, ça provoque une thrombopénie avec un risque hémorragique. Et sur les globules blancs, ça provoque une neutropénie qui est, elle, associée à un risque infectieux. Deuxième type de toxicité, la toxicité digestive. Donc ça, c'est en particulier la nausée ou les vomissements, effet indésirable classique de la chimio. Ça provoque aussi au niveau digestif des troubles du transit, soit diarrhée, soit constipation. Et puis enfin, très spécifique, la mucite. Troisième type de toxicité, la toxicité cutanéo-muqueuse et les troubles des phanères. Donc là aussi des choses assez symboliques. Il faudra citer au niveau des phanères l'alopécie. Il peut toujours y avoir des éruptions, assez souvent une sécheresse au niveau cutané, et puis des manifestations cutanées assez spécifiques en fonction des produits. Quatrièmement, à citer systématiquement aussi, c'est la toxicité génitale. Il faut toujours se dire, la chimiothérapie, au moins pendant le traitement, ça provoque une hypofertilité. Et si c'est des chimiothérapies vraiment très fortes, il y a un risque de stérilité. Enfin, 5e catégorie, à citer aussi de façon spécifique, quel que soit le type de molécule, c'est le risque de cancer secondaire et surtout d'hémopathie maligne secondaire. Deuxième temps de la question, ensuite on prend les toxicités spécifiques, donc là en fonction des produits, vous essayez de vous rappeler ce que ça vous évoque. La bléiomycine, c'est réputé pour sa toxicité pulmonaire avec le risque de fibrose pulmonaire. L'étoposide, bon, là il n'y a pas de toxicité très spécifique. Par contre le cisplatine, ça c'est une molécule qui peut revenir dans beaucoup de cancers, donc essayez de la retenir. 3 éléments, la toxicité rénale,
la toxicité otologique, avec le risque de surdité, et la toxicité neurologique, avec des neuropathies périphériques. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour essayer vraiment de résumer les choses sur les chimiothérapies. Si on vous pose une question sur les effets indésirables, pensez toujours que les effets indésirables communs, c'est toujours les mêmes. Il y en a sur quasiment tous les organes, donc organe par organe. Cherchez quels effets indésirables vous connaissez. Et puis pour les molécules principales, celles qui reviennent souvent, essayez d'avoir une ou deux idées sur les effets indésirables spécifiques. La question 8, ensuite. Quels facteurs de risque connaissez-vous pour cette pathologie? Donc, les facteurs de risque à citer, globalement, c'est la cryptorchidie, qui est le principal facteur de risque, par le fait que c'est une cause d'atrophie testiculaire. Et la question 9, qui était liée, pensez-vous que l'orchidopexie puisse prévenir le risque de cancer? Donc, je rappelle que l'orchidopexie, c'est le traitement de la cryptorchidie, c'est-à-dire en cas de testicules ectopiques, le replacer à sa place anatomique. Donc la réponse c'est non, l'orchidopexie, ça facilite pas du tout, ça prévient pas le risque de cancer. L'effet, c'est juste que ça facilite la surveillance, puisque le testicule, une fois replacé dans sa région anatomique, va être plus facile à surveiller que quand il est en position intra-abdominale. Le risque de cancer reste le même, mais on aura moins de mal à le dépister.